Dans un monde globalisé où les enjeux géopolitiques s'intensifient, la question du respect de la souveraineté des États revient avec force. Mais on se demande qu'est-ce qui protège réellement les frontières d'un pays? Qu'est dit le droit international face aux ingérences, aux conflits territoriaux ou aux interventions extérieures? Alors que certains États revendiquent une autonomie totale des décisions, d'autres invoquent le droit international comme bouclier ou levier, mais jusqu'où va réellement le respect des frontières dans la partie mondiale? Dans cette émission, nous décortiquons la notion de souveraineté à la lumière du droit international entre principes, réalité diplomatique et cas concrets. Pour ça, j'ai un plaisir de recevoir Christopher Moussimbi Bois-Rodi, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, merci beaucoup. Je pense que vous êtes à l'aise dans cette émission, bien sûr. Oui, tout va très bien et je suis à l'aise en tout cas, je suis à l'aise. Alors, c'est un honneur pour nous de vous recevoir malgré vos multiples occupations. Vous avez tout laissé pour que vous puissiez sincèrement répondre à cette invitation. Je dirais que c'est vraiment un honneur pour moi. Bien évidemment, tout l'honneur est pour moi d'abord d'être présent et de répondre à votre invitation en tout cas. Voilà, on va décortiquer à petits pas, comme je l'ai dit, les questions sur le droit international. On aimerait bien sûr savoir sur le contour de la souveraineté des États, tout justement par rapport aux conflits internationaux. Vous savez, l'actualité actuellement est dominée justement par, je l'appellerai ces coups d'État qui a été fait justement par le président Donald Trump à l'endroit du président vénézuélien, que beaucoup de gens aujourd'hui répliquent, mais on se demande qu'est dit les droits internationaux sur la souveraineté d'État. Vous êtes avocat, magistrat d'aspiration, alors dites-nous un peu, que signifie la souveraineté d'un État selon le droit international? Ok, je vous remercie pour la question. Petite rectification pour mon domaine. Je suis avocat, pas magistrat. C'est des choses différentes, bien sûr. Et pour directement répondre à la question, nous devons savoir, ce que nous devons savoir sur la souveraineté. La souveraineté, c'est d'abord la définition même d'un État. Pour dire ou bien pour affirmer que nous sommes face à un État, il y a des éléments constitutifs et c'est parmi les b.a.-ba même du droit. Et parmi ces éléments, nous avons ce que nous appelons la souveraineté. Et si nous devons définir la souveraineté, c'est quand même une notion beaucoup plus large, pour ne pas dire complexe, mais j'ai quand même aimé l'essence de votre la précision de votre question qui dit la souveraineté dans les contextes internationaux. La souveraineté dans le contexte international, c'est traduit d'abord par l'égalité dans tous les États sur la scène internationale. Elle se manifeste par l'indépendance de chacun dans la gestion de sa politique extérieure. Donc, en gros, ça veut tout simplement dire que quand un État doit exercer sa politique extérieure, il n'y a pas ingérence, il n'y a pas la présence de notre État pour essayer de dicter ce qu'il doit faire. Donc, en gros, en bref, c'est un peu ça, la souveraineté dans les contextes internationaux. Alors, la présence des États-Unis d'Amérique dans les pays vénézuéliens ne se justifie pas justement par rapport à ce que vous avez dit? Qu'est-ce qui justifie au fait la présence de l'armée américaine ou de l'opération qui s'est produite il n'y a pas longtemps, c'est déjà une violation des principes, l'un des principes sacro-saints du droit international, qui est la non-ingérence d'un pays sur un autre État. Et les États-Unis d'Amérique aillent à violer considérablement ces principes. Juristes international, nous chérissons tant et les États-Unis arrivent facilement à les violer, ce qui est quand même déplorable. Mais qu'est-ce qui explique maintenant la présence des États-Unis? Puisque vous avez dit la souveraineté d'État, mais la légalité. Ça veut dire que chaque État est libre de gérer ses problèmes à l'interne. Mais qu'est-ce qui explique que les États-Unis doivent maintenant commencer à donner des injonctions dans
plusieurs pays actuellement. Qu'est-ce qui fait que les États-Unis donnent des injonctions justement jusqu'à arriver à enlever, si on doit le dire comme ça, les présidents et son épouse? Qu'est-ce qui justifie ça, justement? Bon, dire qu'il y a une justification, pour certains, oui, mais mon point de vue à moi, là, il n'y a aucune justification en fait. Les problèmes qui donnent, c'est le problème ou la source des problèmes, c'est le droit international en lui-même, qui est d'abord la source des problèmes. Puisque, contrairement au droit interne, ici au pays, il y a cette hiérarchie des lois. Or, en droit international, il y a ce qu'on appelle l'égalité des forces. Et les relations entre États sur la scène internationale, ce n'est pas seulement régi par les droits. Il y a ce qu'on appelle l'égalité des forces. Imaginons, supposons à ce que le président des États-Unis organise une opération pareille, similaire avec peut-être la Russie ou la Corée du Nord. C'est pratiquement impossible puisque les rapports de force entre les États-Unis et la Russie sont pratiquement, pourrais-je aller dire, égales. Or, avec les Venezuela, c'est tout à fait différent. Et vu que sur la scène internationale, il y a ce qu'on appelle les rapports de force. Et les États-Unis font face à un État ou un pays dont il semble qu'il est supérieur en matière à tous les niveaux, même militaire, économique. Il se prend peut-être la tête ou le courage d'envahir un autre État. C'est parmi les failles ou les défaillances même du droit international. Alors, la souveraineté internationale justement du Venezuela a été violée. Comment peut-on sanctionner les États-Unis maintenant par rapport au qu'est dit la loi? Bon, en termes de sanctions, oui, le droit international prévoit des sanctions. Mais la vraie question qui doit être posée, c'est plutôt son efficacité. Son efficacité. Et nous allons aussi revenir sur la notion d'égalité. Parce qu'en droit international, actuellement, il y a ce qu'on appelle les affaires de deux poids, deux mesures où on sanctionne certains et on laisse les autres. Puisque quand les États-Unis a eu à violer aux yeux de tout le monde la souveraineté d'un État, comme le Venezuela, les autres grandes puissances n'ont presque pas réagi. Alors que, normalement, dans cette situation-là, il devait y avoir des sanctions économiques, des embargos, des rappels à l'ordre, mais fort malheureusement, ce n'est pas ce que nous avons senti après la violation de la souveraineté du Venezuela. Or, avec la Russie, avec le cas de la Russie et l'Ukraine, nous avons rapidement vu ce qui s'est passé. Il y a eu des sanctions économiques puisque la Russie a eu à violer la souveraineté de l'Ukraine, et il y a eu des réactions des autres puissances pour dire que ça doit cesser. Mais malheureusement pour ces cas ici avec les États-Unis d'Amérique, ça. Donc peut-on affirmer actuellement que les États-Unis fait peur, et même l'ONU et même les organisations internationales, puisqu'ils n'arrivent pas à les sanctionner durablement, ils n'arrivent même pas à se prononcer. Bon, ce constat ne date pas d'aujourd'hui. Et les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas leur premier président qu'ils ont eu à enlever. Les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas les premiers pays qu'ils ont eu à envahir. Non. Le problème, c'est comme je l'ai dit, c'est d'ailleurs la faille du droit international, en fait. Puisque moi, je suis de ceux qui se posent la question, est-ce que le droit international a réellement existé? Parce que certains disent qu'il est mort. Il est mort hier ou avant-hier parce qu'on a envahi la souveraineté de l'État. Mais moi, je me pose la question s'il a réellement, le droit international a réellement existé, puisqu'il y a des États comme les États-Unis d'Amérique, la France, la Chine, qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils ont des têtes nucléaires. Et le droit international n'a pas d'autre choix que de se plier à ce genre de cyberpuissance. Très bien, très bien. Je les rappelle que nous sommes en train tout justement d'aborder la question sur la souveraineté d'État et droit international. Comment le droit international peut être respecté sur les plans des frontières. Alors, on revient sur la question sur quels sont justement les grands principes qui garantissent le respect de cette souveraineté. Oui, il
y a des principes, bien sûr. Il y a des principes qui ont été érigés pour garantir la souveraineté, surtout internationale des États. Parmi ces principes, il y a quelques principes qui ont été repris dans la Charte des Nations Unies, je pense, dans l'article 2 ou 3, je pense, où parmi ces principes, nous avons la non-ingérence, nous avons le non-recours à la force. Ce sont ces deux grands principes qui garantissent le respect de la souveraineté des États. Quand on parle de la non-ingérence, on fait allusion au respect de l'indépendance, internationale des États. C'est-à-dire que les États sont libres de choisir sa politique étrangère, sont libres à choisir ses partenaires pour conclure des accords, sont libres à faire des achats internationaux. Donc, c'est un principe qui recours à la force. C'est-à-dire qu'on ne peut pas intervenir à la limite, puisque aussi le recours à la force est aussi prévu. Mais le non-recours à la force aussi fait partie des garanties qui permettent de protéger la souveraineté des États sur la scène internationale. Très bien, vos explications sont bien plus claires, mais on doit faire recours sur la question de l'ONU. Comment l'ONU encadre-t-elle les interventions internationales dans un pays souverain? Puisqu'aujourd'hui, le Venezuela a été violé, mais comment intervient l'ONU actuellement? L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est le fruit d'une guerre, la Seconde Guerre mondiale. Elle a le statut d'artisan de la paix. Après la Seconde Guerre mondiale, les États se sont réunis pour se poser, pour se dire des vérités en face, se dire ce qui s'est passé en 1914, ce qui s'est passé en 1940-45 ne se reproduise plus. Et les États ont créé ce qu'on appelle l'ONU. Et l'ONU est présent pour la promotion de la paix mondiale. Et s'il doit intervenir, normalement il doit intervenir bien sûr, il doit intervenir en médiateur quand nous avons des conflits entre États. Il doit intervenir avec des sanctions, bien sûr, quand il y a des problèmes tels qu'avec la Russie et l'Ukraine ou le Venezuela et les États-Unis d'Amérique. Il doit intervenir avec des rappels à l'ordre. C'est un peu le travail d'artisan de la paix que l'ONU s'était investi depuis sa création. Donc en gros, en bref, c'est un peu ça. Normalement, l'ONU doit intervenir puisqu'il est l'artisan de la paix, comme vous l'avez dit. Mais on se demande aujourd'hui, il y a eu une chose qui s'est passée justement au Venezuela que vous et moi savons. Alors, comment peut-on justifier la position de l'ONU actuellement, puisque il y a eu le Conseil de sécurité qui s'est déroulé hier? Mais jusque-là, il n'y a pas de sanctions contre les États-Unis. Quelle est sa position actuellement, selon vos observations et selon votre point de vue? Selon mon point de vue, il serait un peu difficile d'engendrer une action, que l'ONU engendre une action ou procède à une action vis-à-vis des États des États d'Amérique, puisque Allô? Allô? C'est vous qui avez coupé? Allô? Allô, je suis là. Ouais, on continue. La question, s'il vous plaît. Oui, la question c'est quoi au fait la position de l'ONU face à ce qui s'est passé récemment? Donc l'ONU, oui, la position de l'ONU ou bien
oui, la position de l'ONU par rapport à ce qui s'est passé avec les Venezuela, on doit se dire quelque chose, on doit se dire les vérités en face. L'ONU sera en difficulté de procéder ou engendrer des actions quelconques. Puisque nous devons vous rappeler, on doit se rappeler, vous rappeler que les États-Unis font partie et un membre permanent du Conseil de sécurité à l'ONU. Donc normalement, les grandes décisions, avant d'être prises, il faut l'aval des membres du Conseil de sécurité permanent. Et les États-Unis en font partie. Il suffit qu'il mette son veto et cette action ne puisse pas être réalisée. Et déjà, ça fait partie des faiblesses ou des failles de l'ONU. Voilà pourquoi jusqu'à présent, l'ONU a cette petite difficulté de se mouvoir dans de telles situations, puisqu'il est face à un membre permanent du Conseil de sécurité. Bon, sa voix prend des décisions. Donc c'est un peu ça les problèmes actuellement. Alors il y a beaucoup d'exemples qui illustrent justement les tensions entre les pays, entre des nations, entre des pays qui ont violé tout justement la souveraineté de notre nation. Alors, est-ce qu'il y a-t-il des exemples concrets qui illustrent ça? S'il y en a, vous pouvez nous citer, nous dire comment est-ce qu'ils ont été sanctionnés. Bon, oui, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup plus proches de nous, puisque nous avons premièrement les conflits avec la l'Ukraine, la Russie qui mène des opérations. Il y a même si avec nous ici, avec le Rwanda, puisque déjà avec tous les rapports de l'ONU et autres organisations internationales, qui dit clairement que c'est les Rwandais qui nous agressent et on viole directement la souveraineté de notre pays et les droits internationaux aussi, qui fait partie aussi de ces petites faiblesses. Compte tenu au niveau des sanctions, il y a quand même des sanctions économiques envers la Russie et les embargos, mais malheureusement, jusqu'à présent, nous savons que ce n'est pas efficace puisque dans tous ces conflits-là, il y a toujours des opérations qui continuent. Donc c'est un peu ça. Voilà, très bien, nous sommes déjà en train de chuter dans cette émission aussi très pertinente où nous parlons des enjeux géopolitiques qui s'intensifient et la question du respect de la souveraineté des États. Et, on parle tout justement comment peut-on faire pour justement protéger les frontières d'un pays qui dit les droits internationaux face aux ingérences, hein, tout justement. Mais avant qu'on ait clôture, comment la souveraineté maintenant doit-elle être protégée à l'ère des puissances numériques et économiques? C'est une très belle question et c'est parmi les questions que j'ai vraiment appréciées ce soir. À l'ère numérique, c'est quand même beaucoup plus complexe, puisque le numérique en soi, c'est un instrument qui est venu briser les frontières physiques. Or, qui dit frontières, on fait directement allusion aux souverainetés des États. Parce que la souveraineté s'exerce dans une frontière bien déterminée. Et quand, avec l'ère numérique qui brise un peu ces frontières, c'est beaucoup plus compliqué de se protéger. Donc le numérique en soi devient un peu un obstacle au respect des souverainetés. Je donne un exemple beaucoup plus... Lors du premier mandat du président américain Donald Trump, il avait gagné